يشرفني أن أفتتح هذا الملتقى وأستسمحكم بأن أقول كلمة وجيزة بالفرنسية نظرا إلى أن عددا من الضيوف لا يحسنون العربية. Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est avec plaisir que j'ouvre cette manifestation que Beit el-Hikma organise en collaboration avec le Collège des Bernardins. Nous accueillons ce séminaire non seulement parce que nous connaissons le Collège des Bernardins et ses activités, et ce n'est pas par hasard que le président de la République française a choisi de parler de religion et de catholicisme au Collège des Bernardins dernièrement, mais notre collaboration avec le Collège des Bernardins est fondée sur un socle plus important qui est le sujet qui va être traité dans ce colloque. La liberté de religion et de conviction, comme vous le savez, a été inscrite dans la Constitution tunisienne de 2014. Et c'est une première dans le monde arabe et musulman. Nous tenons beaucoup à cette liberté de religion qui pose aujourd'hui des problèmes divers. Il y a certainement les restrictions à la pratique religieuse. En Suisse, il est interdit de bâtir des mosquées ou des minarets. Dans les territoires palestiniens occupés, il est interdit aux Palestiniens d'appeler à la prière. Dans beaucoup de situations, la pratique religieuse est entravée, mais le problème de la liberté de religion dépasse le problème de la pratique religieuse, parce que il y a, dans le cadre de nos religions, il y a des divergences, non seulement entre les adeptes de telle ou telle religion et les adeptes d'une autre religion, et en particulier entre les adeptes des trois monothéismes, mais dans le cadre de la même tradition religieuse, il y a des divergences, il y a un problème qui parfois prend des proportions scandaleuses lorsqu'il s'agit d'extrémisme religieux. Et ces extrémismes viennent en général de la part de gens qui ne croient pas à la liberté de religion ou à la liberté de conscience, de conviction. Aujourd'hui, il y a une nouvelle réalité dans notre monde, et cette nouvelle réalité, elle est un peu le fruit de l'individualisme qui est le propre de la modernité. La place de l'individu en tant que personne libre et responsable est une donnée assez récente dans l'histoire. Et si on admet l'autonomie de la personne et de l'individu, on est obligé d'admettre également sa liberté de conviction, sa liberté de religion, sa liberté de croyance ou d'incroyance. Et il est tout à fait normal que cette notion étant récente dans l'histoire de l'humanité, en tout cas dans l'histoire des régions où le monothéisme était dominant, sans parler des religions
de l'Extrême-Orient ou de l'Inde qui connaissent d'autres formes d'intolérance ou de liberté dans nos régions, étant donné que ce phénomène de la liberté revendiquée par les citoyens et qui est devenu une aspiration parfois inconsciente, étant donné que ce phénomène est récent, il pose des problèmes dans la mesure où il n'est pas suffisamment intériorisé. Il ne s'agit pas uniquement de position des églises ou des institutions religieuses, mais il s'agit également de la participation active à l'affermissement de cette liberté dans le cadre de la vie sociale, dans le cadre des rapports entre les citoyens. Donc, le problème de la liberté de religion et de conviction en Méditerranée, puisque c'est le sujet de cette conférence, ce problème mérite certainement d'être abordé. Et j'ai vu la liste des intervenants, je me félicite de la qualité des intervenants et je suis persuadé que ce séminaire sera un séminaire non pas, disons, un séminaire ordinaire, mais ce sera un séminaire qui fera date, parce qu'il y a un besoin aujourd'hui d'analyser tous les aspects de la liberté religieuse. Et ces aspects sont abordés effectivement par différents angles, et c'est certainement un besoin qui sera donc ce besoin d'éclaircir, de clarifier tous les problèmes qui se posent à la liberté religieuse. Ce besoin-là, je pense que il est commun à nos sociétés au nord et au sud de la Méditerranée, et ça nous éloignera de l'essentialisme qui est souvent l'attitude qu'on remarque dans les publications qui concernent ce problème de la liberté religieuse au sud ou au nord de la Méditerranée. Donc, j'ai voulu tout simplement saluer les intervenants et les participants à ce séminaire, souhaiter que vos travaux se dérouleront dans une ambiance studieuse mais également amicale, et je suis content que notre collaboration avec le Collège des Bernardins se fasse à propos de ce thème très intéressant. Donc, je n'ai qu'à me féliciter également du choix que vous avez fait de faire appel à un éminent universitaire, un éminent juriste et intellectuel tunisien qui est par ailleurs diplomate, pour introduire ce séminaire. Je parle du professeur Ghazi Ghrairi, et je pense que sa conférence ouvrira également des perspectives intéressantes pour le sujet. Je vous remercie. Vous voulez parler d'ici ou de là?
cher président de cette vénérable maison, chère Excellence, je parle en quelque sorte au nom des trois responsables de ce séminaire, c'est-à-dire son Excellence Jacques Huissinger, ancien ambassadeur de France, Valentine Zuber, directeur d'études de l'école pratique des hautes études, et aussi du comité scientifique de notre séminaire. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons travaillé 2 ans au Collège des Bernardins. Laissez-moi dire quelques mots pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette institution. C'est une institution liée à l'Église catholique de Paris, du diocèse de Paris, voulue par le cardinal Lustiger, qui aujourd'hui compte 10 ans de sa vie, célébrée, c'est même ces jours-ci. Et dans l'idée du cardinal Lustiger, cette ancienne abbaye du XIIe siècle, abbaye cistercienne, haut monument de la culture monastique cistercienne, justement, est devenue aujourd'hui un lieu de formation, d'enseignement et de recherche. Valentine, Jacques et moi-même, ainsi que tout le comité, nous nous retrouvons dans cette institution pour animer un séminaire, le séminaire sur la liberté religieuse, qui est la suite de 3 autres, si je ne me trompe pas, de 3 autres séminaires que Valentine et Jacques ont animés pendant plusieurs années, dont le dialogue interreligieux et, avant même le séminaire sur la liberté religieuse, la transmission du religieux. Et selon la méthodologie du Collège des Bernardins, aux scientifiques, aux chercheurs, on va dire laïcs, il y a l'accompagnement d'un théologien, dont moi-même, pour le séminaire sur la liberté religieuse. Ce séminaire, laissez-moi dire que c'est la preuve qu'on peut effectivement se rencontrer sur le domaine de la réflexion philosophique, théologique, historique, sociologique, venant de contextes, de traditions religieuses différentes. Et vous aurez vous-même la possibilité de le juger pendant ces 2 jours de colloque. Je ne vous cache pas que parler de liberté religieuse, même après 2 ans de réflexion à différents points de vue, comme je disais, sociologique, théologique bien sûr, historique et d'autres encore, géopolitique, est loin d'être anodin. Tout au contraire, au long de ces 2 années de travail, nous avons constaté la complexité de la matière. D'un côté, il y a la liberté de conviction, ou plutôt religieuse, selon les pères fondateurs de ce droit. De l'autre côté, il y a à la fois l'application du droit même, parfois laborieuse, complexe, difficile, mais il y a surtout la liberté de conscience, et j'assume la terminologie chrétienne, conscience qui est le secret de toute personne. Alors je voudrais, quitte à être un peu scolaire, mais ça nous donnera l'occasion, pour ceux qui ont participé activement à ce séminaire, de réviser juste l'intitulé de nos séminaires, et à ceux et celles qui n'ont pas pu évidemment participer à ces séminaires, de passer en revue ces quinzaine de séminaires qui a démarré le 3 mars 2017. Le premier séminaire était consacré à la théologie, représentation théologique de la liberté de religion et la liberté de conscience dans les 3 monothéismes. Chaque séminaire était animé par l'un de nous, l'un des membres du comité scientifique. Deuxième séance, 28 avril 2017, la liberté de conscience comme processus historique complexe en Occident. 2 juin 2017, processus historique de diffusion des libertés du point de vue de l'histoire, des idées et du droit, du XIIe siècle au milieu du XIXe siècle. Séance du 13 octobre 2017, liberté de religion et de conviction dans le Maghreb, déclaration des droits, code pénal, irruption de la liberté de conscience en Tunisie, perspective historique sur la citoyenneté en période post-ottomane.
Séance du 10 novembre 2017, liberté de religion et de conviction au Proche-Orient, Israël, Palestine et Turquie. Séance du 15 décembre 2017, les droits de l'homme et la liberté de religion et de conviction. Séance du 12 janvier 2018, la liberté des religions et de conviction au Mashrek. Séance du 9 février 2017, le discours de haine. Session très intéressante à mon égard. Séance du 16 mars 2018, les instruments internationaux de défense de la liberté de religion et de conviction. Et enfin, nous avons eu une séance de bilan le 18 mai 2018. Je reprends quelques extraits du bilan que vous pouvez lire dans le site du Collège des Bernardins. Voilà comme Valentine Zuber s'exprime par rapport à ce séminaire. Le parti pris épistémologique était, comme à chaque fois, volontairement mixte, d'où un peu, si vous voulez, la particularité du travail qu'on essaie de faire au Bernardin. Il s'agissait de faire évidemment appel aux méthodes des sciences humaines et sociales en croisant les approches juridiques, historiques, politiques et géopolitiques, pour analyser le phénomène étudié d'un point de vue excentré et basé sur une approche culturelle. Mais le défi était aussi d'avoir une approche plus théologique, prenant en compte et au sérieux à la fois le cœur des doctrines étudiées et les conséquences sur l'évolution de celles-ci, de la pluralisation sociale et culturelle des sociétés étudiées. Cette vigilance, continue Valentine, et cette exigence scientifique ont toujours été un défi difficile à relever pour nous, généralement marqué par notre formation académique toute laïque. Notre science s'arrête généralement aux portes mêmes de la croyance et répugne le plus souvent à se risquer à l'évaluer. Des nombreux débats avec Alberto Ambrosio, moi-même, ont pu témoigner cependant que la préoccupation restait toujours entière. Nous n'avons pu que constater que si nous avions effectivement laissé une place de choix au discours théologique dans nos travaux, nous n'avions pas résisté non plus à la commodité habituelle qui consiste à le considérer comme un discours comme un autre, sans véritablement en faire la clé de lecture de tous les autres. Cela se voit évidemment à travers le découpage des 10 séances que je viens de vous nommer. Fin de citation. Certes, le temps n'est jamais assez pour explorer la complexité d'un phénomène, d'une partie de l'existence humaine comme celle de la religion et de la conviction vue sous l'angle de la liberté. Monde européen et Maghreb ont été surtout nos deux champs d'enquête, comme l'affirme Jacques Hunsinger dans son bilan du séminaire que je cite. Dans le monde européen, la liberté de religion et de conviction est un acquis récent, issu d'un processus historique complexe développé entre le XVIe et le XIXe siècle, à la suite des 3 révolutions politiques, intellectuelles et juridiques, par la construction de l'État moderne régalien et laïque, la sortie du tout religieux via la sécularisation de la pensée, le bouleversement du couple vérité-liberté et l'avènement juridique de l'individu et de ses droits propres, dont la liberté de penser garantie par la loi. Mais l'irruption, Jacques Hunsinger continue son bilan, l'irruption de l'islam en Europe pose aujourd'hui 2 questions nouvelles à ces acquis libéraux, celle de la liberté effective du culte musulman et de son organisation, mais aussi la gestion des courants radicaux de l'islam, y compris le salafisme, au regard de la nécessaire préservation de l'ordre public. Fin de citation. Selon la tradition bien entamée par Jacques Hunsinger et Valentine, dans laquelle je me suis inséré, nous sommes dans la rive sud de la Méditerranée pour le colloque conclusif de 2 ans de recherche sur la liberté religieuse et de conviction. Ce n'est pas anodin d'être en Tunisie pour parler de la liberté religieuse, comme vous venez de le dire, cher Président. Ce n'est pas anodin pour le pays qui a été un phare dans le phénomène du printemps arabe avec les révolutions que nous connaissons. Est-ce qu'il serait toujours nécessaire donc de parvenir à un droit du coup nouveau, si la liberté religieuse a été la conséquence de la Révolution française,
Et comme je le dirai demain, même pour l'Église catholique, on peut parler d'une révolution avec la déclaration de 1965. Est-ce qu'alors il faut passer par des révolutions pour acquérir un droit, quel qu'il soit? On a peut-être délaissé un peu tout au long de ces 2 années ce qui me paraît être de plus en plus une clé de lecture fondamentale pour toute exploration de la réalité religieuse et politique. C'est justement la lecture théologico-politique, qui n'est seulement ni politique ni théologique. Et par théologico-politique, j'entends évidemment, depuis Spinoza, je pense à Eric Peterson, à Carl Schmitt, intellectuels qui ont fondé, si vous voulez, cette branche de la pensée humaine, aujourd'hui fondamentale pour comprendre le système, non seulement politique, non seulement et purement religieux, mais théologico-politique. Cette idée du théologico-politique explique beaucoup mieux peut-être la formation d'un système, d'un dispositif de la croyance qui peut devenir un système véritable de pouvoir d'un côté, mais aussi celui d'un espace sans possibilité de liberté de croire peut se transformer en un dispositif de non-liberté, de dictature. Il me semble, et j'assume mon identité chrétienne qui peut par moments éclairer tout mon discours, bien sûr, je ne peux pas faire autrement, que la liberté religieuse aussi a une contrepartie religieuse dans le sens de libération religieuse, spirituelle, mystique. Ces 2 jours de travail nous diront s'il y a une correspondance entre liberté religieuse, au sens d'une conception juridique, laïque si vous voulez, avec le sens de liberté qui est une libération dans les religions. Dans ce cas-là, si c'est comme cette hypothèse, chacun a son domaine, le droit pour défendre la liberté religieuse et les religions pour prôner la libération intérieure et religieuse. Merci de votre attention et je m'empresse à laisser la parole à son Excellence Ghazi Guerreri. Bonsoir tout le monde. Je souhaiterais commencer mon propos par dire combien je suis honoré et ému en même temps ce soir d'être doublement invité, puisque l'invitation m'est parvenue à la fois du Collège des Bernardins et de Beit el-Hikma. Cette double invitation m'honore doublement et probablement accentue la dimension téméraire de mon acceptation, de m'entretenir avec vous d'une question pour le moins discutée et peut-être certains diront disputée. Je partirai, et peut-être certains d'entre vous sauront pourquoi, d'un point de départ juridique pour essayer d'esquisser un élément de réflexion soumis avec grand plaisir à votre discussion contradictoire tout à l'heure, en partant de l'idée que les systèmes juridiques modernes reposent sur un postulat simple, qui globalement a réussi, et qui fonde l'idée que tous les phénomènes sociaux doivent être soumis au droit. Bien sûr, ils ne sont pas soumis de la même manière, ni à la même intensité, mais soumis au droit. Et que donc, dans une société de droit, rien ne doit ou ne devrait échapper au droit. Et que donc, tout est sujet de droit. Nous sommes, comme individus, sujets de droit. Et nos objets de concentration, d'intérêt ou de commerce, dans le sens ancien du terme, sont objets de droit. Donc le droit ne connaît que sujet et objet. Et que rien dans une société moderne ne devrait échapper au droit. Partant de ce postulat, je reviens à votre thème proposé, c'est que donc
la question religieuse, qu'elle s'exprime d'ailleurs sous le souhait d'une liberté ou de moindre liberté, devrait être organisée, soumise et assujettie au droit. À bien observer, nos sociétés modernes, et bien entendu, plus on remonte dans le temps, plus cette observation va être criarde, rien n'est moins vrai. L'objet religieux est difficilement assujetti au droit pour des raisons multiples, et je ne me permettrai pas d'aller dans des développements d'histoire du droit. Parce que les éléments structurant nos sociétés, et notamment ce qu'on appelle par raccourci coutumes, morales et valeurs, viennent souvent des substrats religieux. Et ils s'expriment ensuite en technique juridique. Et donc il est très difficile de soumettre à l'exercice juridique la chose qui innerve la source du droit, c'est-à-dire le référent lié aux valeurs, aux coutumes et aux traditions dans des sociétés. Alors on peut penser que les sociétés modernes, on peut prendre les sociétés occidentales comme exemple de réflexion, et je ne veux pas dire par exemple qu'elles sont exemplaires, mais en tous les cas objet d'observation à titre d'exemple, que c'est probablement les sociétés qui sont allées le plus loin dans ce phénomène. Probablement l'évolution de la religion chrétienne pour l'essentiel en elle-même a aidé à cette forte ou à ce fort assujettissement. Mais on ne peut pas dire que l'objet religieux, dans quelque société que ce soit, est un objet facile du droit, ou en tous les cas objet docile du droit. Et on peut, en restant dans le constat des sociétés actuelles, on peut regarder aussi certaines sociétés éloignées de celles que j'ai citées, et on va voir que l'assujettissement est quasi nul, voire même on peut observer les phénomènes inverses, c'est-à-dire l'assujettissement du droit aux donnes religieuses, à telle enseigne qu'elles finissent par se confondre. Aller dans certains pays de la région arabe et demander où est la faculté de droit, on vous montrera l'école qui forme les imams, ou en tous les cas les docteurs de la religion. La confusion étant ici totale. Alors, bien évidemment, on peut regarder le monde et on peut faire une cartographie pour dire ici c'est très intense et ici c'est très lâche, c'est utile, mais probablement tout le monde est édifié, en tous les cas auprès des présents ce soir à coup sûr. Mais par contre, l'évolution des sociétés est toute récente, toute récente. Et d'ailleurs, j'ai compris que ce séminaire était conclusif, mais peut-on conclure sur un thème en si grande évolution, et d'ailleurs une évolution qui n'est pas, à mes yeux, du tout linéaire. La question est que même dans les sociétés que j'ai désignées tout à l'heure, où le phénomène religieux est assez soumis au droit ou assez intensément soumis au droit, on voit aujourd'hui des velléités sur... Ce n'est pas toujours appelé religion, mais quand on hisse le drapeau de l'identité, souvent derrière l'identité, il y a des éléments religieux, en tous les cas compris comme tels ou perçus comme tels. Ici ou là, dans les sociétés européennes, il est question aujourd'hui de remettre en cause des règles fondamentales, par exemple du droit international par rapport à la question du statut des réfugiés ou à la question de la citoyenneté qui, elle, est un élément juridique intrinsèque, objectif et transcendant, alors qu'on vient de dire, est-ce qu'on est citoyen égaux si on n'a pas les mêmes racines et si, pour surfer sur une actualité qui ne vous a pas échappé, on ne porte pas les prénoms que quelques calendriers veulent dresser pour les 365 jours. Ce sont des questions identitaires, mais l'élément religieux est absolument présent et en tous les cas perceptible. Et donc il y a aujourd'hui une difficulté même dans les sociétés où l'aboutissement de ce processus est assez avancé et il n'y a pas d'irréversibilité du tout dans cette direction. Vous avez dit, Monsieur le Président, et vous avez dit également tout à l'heure que ce n'est pas
anodin de se réunir en Tunisie pour réfléchir de cette question. Alors la Tunisie est ravie de vous accueillir, mais probablement quand elle traite les questions liées à l'évolution de son propre destin, la question de venir l'observer est probablement secondaire. Mais le moment est juste en le soulignant parce que la question est au cœur de l'évolution moderne de la Tunisie. Vous me permettrez de garder à mon esprit, pour le reste de mes propos, l'exemple tunisien au centre de ma réflexion. La Tunisie, pour ne pas revenir à son histoire très très longue et probablement en grande partie faiblement connue encore, même si nous sommes à Carthage même, dans son histoire moderne, et si on revient à la modernité du XXe siècle, on va prendre un marqueur facile, en tous les cas pour le juriste que je suis, celui de l'indépendance nationale en 1956. Et beaucoup a été écrit et beaucoup de choses savantes ont été écrites sur ce choix assez original pour la Tunisie et pour le monde issu de la décolonisation, d'avoir un État qui a choisi de fonder son système de société sur des valeurs largement sécularisante, et cela a été perceptible dans une phase, vous me permettrez de la cloisonner entre 1956 et 1985, j'expliquerai pourquoi 85 tout à l'heure. Ce que certains aujourd'hui, non sans une mémoire sélective pour part et nostalgie pour autre part, appellent la période bourguibiste. Alors ce choix bourguibiste a été essentiellement de fonder un État égalitaire, essentiellement au niveau de son discours, et par un outil essentiel qui était l'école qu'on appelle nous l'école de la République, c'est-à-dire une école gratuite, généralisée et obligatoire, et paritaire, pour parler des termes utilisés ces temps-ci pour expliquer la présence des filles sur les bancs de l'école très tôt et dans toutes les régions, dans tous les villages de Tunisie. Ce choix, à mes yeux, on doit le joindre à un autre qui fait réellement, à mes yeux, l'élément et le substrat de la tunisianité, pour surfer sur un terme qui a le vent en poupe ces derniers temps, c'est l'école que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure, mais c'est le planning familial, c'est-à-dire cette politique volontaire et volontariste de l'État à toucher à l'évolution normale de la famille. Normale, c'est-à-dire que de cesser d'avoir une croissance qui, si on l'avait laissée à elle-même, elle remonte à 1965, le système du planning familial, nous aurions été, si je compte les Tunisiens à partir de ces donnes-là, nous serions été quelque chose comme 28 millions de Tunisiens aujourd'hui. Or, juguler cette société a permis aux pays qui n'avaient pas beaucoup de moyens de concentrer ses efforts sur un système d'éducation et un système de santé publique. Donc, le planning familial est, à mes yeux, le moteur essentiel, ce qui a permis à d'autres historiens de l'époque contemporaine de dire que c'est ce qui a permis à la Tunisie d'avoir une classe moyenne. C'est ce qui, et je poursuis leur analyse, si on a une classe moyenne, on avait une conscience de cette classe moyenne, une demande de cette classe moyenne, et donc l'État bourguibien, volontariste, mais s'arrêtant au niveau du traitement social, c'est-à-dire école et santé, n'a pas terminé le mandat évident, c'est-à-dire de donner à cette classe moyenne le droit à la participation politique, d'où la rupture, à mes yeux, le point d'insupportabilité qu'était janvier 2011, c'est-à-dire que la société tunisienne, toute reconnaissante pour ce qui a été fait, a estimé que cela ne pouvait pas continuer en minorant les Tunisiens, en ne leur donnant pas la parole. Alors tout ça, je reviens au point de notre rencontre, tout ça sur fond de sécularisation. Bien sûr, le terme laïcité n'est pas évoqué parce que même s'il l'a été par moments, il posait des problèmes
de perception politique, d'opportunité politique et d'alignement qui n'était pas toujours assumé par rapport à la Turquie kémaliste tout en longeant la voie choisie par la Turquie kémaliste sur beaucoup de points. On n'assumait pas politiquement quand on était à l'ombre de Kemal Atatürk. Donc l'ensemble de ces raisons font que le terme et le choix laïcisant, même s'il était pratiqué et conséquemment pratiqué, n'était pas assumé sur un plan du discours politique. Et bien entendu, cela s'est manifesté sur beaucoup de points et les premiers, probablement, c'est la première loi importante prise par la Tunisie indépendante, avant qu'elle ne devienne république d'ailleurs, en juillet 1956, fut le Code du statut personnel. Tous ceux qui sont là savent cela, et qui a été une rupture fondamentale sur la question à la fois de la perception de la famille, la structure de la famille et les droits de la femme dans le cadre de la famille et au-delà. Et la symbolique était qu'on ne pouvait pas y aller sans contredire une lecture dominante, classique certes, mais dominante, de la religion musulmane et de la question des droits de la famille qui en découlaient. Bien sûr, c'était un texte très à l'avant-garde, la preuve en est que le monde avec lequel nous partageons cette appartenance est très très loin de s'en être même rapproché 60 ans après, et que certains glosent sur quelques possibilités offertes aux femmes ces derniers mois ou ces dernières années, alors que nous sommes vraiment là, si on veut prendre des mesures, à des années-lumière de ce qu'était le 13 août 1956. Ces éléments rattachés à d'autres, par exemple, je pense l'unification de la justice, c'est-à-dire la suppression des tribunaux religieux, qu'ils soient musulmans avec tous les rites ou rabbiniques, et l'unification de tout cela sous le règne d'une justice civile a été aussi une atteinte à un point traditionnel, et je ne sais pas si vous avez une idée sur comment la justice en matière de droit de la famille, de droit successoral, est conduite dans beaucoup de pays arabes. Vous voyez quel était le point d'audace que constituait cette unification de la justice sous le label d'une justice républicaine et civile, la République étant advenue entre-temps. Le troisième exemple que je cite à la détermination de cette sécularisation évidente de la Tunisie bourguibienne est bien entendu la question de l'abolition des habous, c'est-à-dire des biens de main morte, et qui a cassé un système de propriété fondé sur des interprétations et des latitudes offertes à partir d'une lecture religieuse, et qui a ramené l'ensemble des propriétés tunisiennes, de la terre tunisienne, en bien milk. C'est ça ce qui est opposé au bien habs, c'est-à-dire un bien objet de commerce et objet littéral de transmission, de succession, etc. Et cela, à mes yeux, est le troisième pilier de cette sécularité évidente. Alors ce système, bien entendu, évoluait dans un contexte international compliqué et dans un contexte national d'essoufflement politique et de moindre liberté politique, et que donc toutes les velléités et toute la lumière qu'apportaient ces choix étaient quand même de plus en plus timorées par un exercice politique simpliste, en tous les cas réducteur et unificateur autour, je crois, dans les années 60, l'idée c'était l'unité nationale, et ensuite le parti unique, et ensuite le président à vie, etc. Une sclérose du système pourtant éclairé au départ a mené aux années 80 avec tout ce qu'elles ont charrié d'évolution démontrant l'essoufflement de ce système. J'ai dit 85 tout à l'heure parce que je choisis comme point, pour fermer cette parenthèse, la création du Conseil islamique supérieur, le Majlis Islami al-A'la, qui en est dans la fin de règne bourguibienne, un problème évidemment fondamental à traiter tantôt par la voie politique et surtout par la voie judiciaire et policière, les phénomènes de l'islam politique, et cette fin de règne a porté une mauvaise
réponse à ce défi au système de Bourguiba, et que donc, à partir de ce moment-là, il y a eu des efforts d'occupation du terrain, et donc quelque part détricoter un peu le maillage laïcisant, et en tous les cas sécularisant, en disant qu'il va y avoir un islam officiel et que l'État allait régner sur cet islam à partir de cette institution, au passage avec la marginalisation d'une fonction bien antérieure à la République, qui est le mufti de la République. 85, annonciatrice, en tous les cas à mes yeux, cette année, de l'évolution rapide, qui sera continuée après le départ de Bourguiba en 87, puisque celui qui lui a succédé va continuer dans cette direction, c'est-à-dire en maniant à la fois le traitement judiciaire et sécuritaire du phénomène de l'islam politique, mais en lâchant du lest et en détricotant une partie de ce maillage sécularisant. Et ça continue avec le passage des appels à la prière à la télé, l'observation du croissant, et non plus sur la base du calendrier, mais sur l'observation, etc., avec parfois quelques dispositions juridiques hilarantes, dire al-aouda ila ar-ru'ya ma'al isti'nas bil hisab, ce qui veut dire on revient à l'observation, mais en réapprenant à calculer mathématiquement, alors qu'on a calculé sur des bases mathématiques 35 ans ou 40 ans durant, etc. Et ce système, qui n'est pas, à mes yeux, un simple traitement du phénomène du phénomène religieux par des donnes politiques et juridiques, mais c'est un marqueur, et l'un des marqueurs principaux pour comprendre l'évolution de la société tunisienne, elle-même partie indissociable, même si elle loge dans une niche particulière, dans le cadre du monde arabo-musulman. Pourquoi tout cela est important à mes yeux? Parce que ce qui va arriver en 2011 est un élément important qui nous éclaire d'abord sur la compréhension de ce qui a précédé et de ce qui est arrivé ensuite. En 2011, ou peut-être faudrait-il commencer par dire dès 2010, c'est-à-dire dès la fin de l'année 2010, les premières expressions de rejet politique majeur et en tous les cas conséquent et abouti ont commencé, ce que nous appelons et ce que la constitution tunisienne appelle désormais comme la révolution, a commencé en levant des slogans liés à la condition que j'ai évoquée tout à l'heure de la société formé à l'école de la République avec un système relativement performant de santé publique et qui a donné une classe moyenne et avec un traitement mineur, en tous les cas en termes politiques, et la question était une demande de complétude, en tous les cas c'est comme ça que j'exprime, et je lis le mouvement qui a abouti au 14 janvier 2011, une demande de complétude politique en ce sens que les Tunisiens n'admettent plus, à partir de ce moment-là, continuer à être traités en mineurs politiques, et je crois qu'ils ont eu non seulement raison de le faire, mais ils ont eu raison du système qui résistait, puisque aujourd'hui on peut tout dire sur les conditions politiques de la Tunisie d'après la Révolution, mais la question de porter sa voix, faire entendre sa voix et faire élire ceux qui nous gouvernent, ce qui semble des éléments simples, classiques de premier jour d'études de droit constitutionnel, mais sachez, vous le savez, que cela n'est jamais ou n'a jamais été jusque-là appliqué parfaitement dans aucun autre pays avec lequel nous partageons l'appartenance à cette ère civilisationnelle, a abouti. Je ne parle pas des politiques, je parle des conditions du rapport du citoyen au système étatique, du gouverné au gouvernant. Je crois que de ce point de vue-là, et bien sûr c'est un processus en cours d'évolution, mais ce qui a été réalisé est fondamental. Alors, pourquoi j'évoque cet épisode dans une analyse en rapport avec notre sujet? Parce que ce n'était pas, contrairement à d'autres soulèvements liés dans la succession de ce qui a commencé en Tunisie en 2011, ce n'était pas une révolte des villes. Ce n'était pas une révolte des élites,
C'est, au sens du dictionnaire, une jacquerie, c'est-à-dire une révolte des régions périurbaines ou rurales de la Tunisie profonde, qui ont été ensuite rejointes par les élites syndicales, politiques et même économiques sur la fin, sur les 3 grandes dernières manifestations, et notamment celle de Sfax, ensuite de Tunis. Pourtant, du soulèvement des régions périurbaines jusqu'à l'avenue Bourguiba, aucun slogan religieux n'a été scandé. Et l'histoire a déjà, à mes yeux, gravé cela dans les éléments génétiques de ce qu'a connu la Tunisie. Je ne dis pas qu'il n'y a rien de religieux qui allait en être tiré. Je dis que le moment de rupture, le point d'insupportabilité que j'ai évoqué tout à l'heure, n'a à aucun moment été innervé par quelque demande religieuse que ce soit. Et donc, c'est possible que dans un pays à majorité musulmane, les gens, les citoyens, descendent dans la rue, changent un système politique sans aucun référent religieux. Pourquoi j'évoque cela? Parce qu'il me ramène à mon équation de départ. Et que donc, on peut envisager un système de gouvernement, dans le sens grec du terme, sans que le référent ne soit présent. Puisqu'on a fait aboutir un résultat politique sans aucun référent. Bien sûr, parmi les gens qui sont descendus pour demander le changement politique, il y avait certainement des gens où la dimension religieuse était importante pour eux. Mais ils n'ont ni cru bon, ni probablement pu faire valoir cet élément fondamentale. À mon avis, c'est la clé de compréhension de ce que les uns appellent, et je ne m'inscris pas dans cette lignée, le modèle tunisien, pour parler de ce qui a été fait depuis 2011. Pour ma part, j'ai déjà publié un court passage où je dis, à mon humble avis, la Tunisie n'est en rien un modèle, parce qu'un modèle suppose, et nous parlons dans une enceinte doublement académique, suppose d'abord une complétude, une capacité à se reproduire et à identifier les éléments de sa propre reproduction. Nous n'en sommes pas là. La Tunisie, tout au plus, peut-elle espérer être regardée comme un unicum spécimen, c'est-à-dire un cas particulier dans une appartenance générale qui n'est pas du tout discutable. Nous sommes une nation tunisienne, bien vertébrée, mais appartenant indiscutablement au monde arabo-musulman. Mais elle pose ces problématiques différemment. Et elle les pose dans des termes différents, et ses réponses sont différentes. Et il y a ici un élément circulaire, et n'y voyez jusque-là aucun élément laudatif. C'est de l'observation objective que j'avance devant vous. Alors, de cet élément de rupture, arrive un moment où il y a très vite ce qu'on appelle les sit-ins de la Casbah, c'est-à-dire les premières semaines après la Révolution, et la demande d'écrire une nouvelle constitution, de doter le pays d'une nouvelle constitution, est arrivée très très vite, et même ceux qui ont essayé politiquement d'éviter cela n'ont pas pu le faire, et je crois un 27 février 2011, la décision a été prise d'appeler les électeurs tunisiens à élire une assemblée constituante, ce qui fait de la Tunisie aussi un cas particulier, puisque nous sommes le seul pays arabe à convoquer des assemblées constituantes pour écrire ces constitutions. Nous ne donnons pas l'écriture de la constitution à des experts ni à une technique étrangère. Alors, il y a du bon, il y a du mauvais, mais en tous les cas, sur l'idée même du contrat social qu'est une constitution, c'est, à mes yeux, et je le défendais absolument, et certains d'entre vous s'en rappellent, depuis 2011, que c'était la voie inéluctable et non pas une option possible. Ce fut fait et l'Assemblée constituante a été élue le 23 octobre 2011 en donnant une majorité à un parti, une majorité relative, mais une majorité relative aisée, à un parti à référent religieux. Ça veut dire que l'évolution politique post-révolution a permis à cette sensibilité, à cette donne de s'exprimer, de se structurer politiquement et de faire partie de la scène politique à telle enseigne qu'elle l'imprègne et elle en sort gagnante le soir du 23 octobre 2011. Beaucoup avaient misé que donc la constitution tunisienne de 1959, de la Première République, qui était
assez sécularisante au niveau de son dispositif, même s'il y a quelques allusions et quelques évocations relatives à la religion, allait être oubliée au profit d'une constitution qui allait exprimer ce choix politique, sauf que le temps que cela a pris, alors probablement il y a eu un gros malentendu entre écrire en une année ou plus, et ça a fini par être en 3 ans, et je ne suis pas sûr que ceux qui avaient voulu qu'elle soit écrite en une année, ayant vu le travail du temps sur le collège qui l'a écrite, ne trouvent pas en fin de compte que ce n'était pas si mal que cela, vu le résultat qui est abouti. Je ne parle ni du régime politique, ni des techniques intra-institutionnelles. Je parle essentiellement de ce qui est notre objet de discussion aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour beaucoup, cela a été évoqué devant moi et j'ai vu le programme et beaucoup de mes collègues, d'ailleurs, je salue Alessandro et Ginène qui sont là, traiteront certainement avec beaucoup de pertinence de ces questions demain. Mais sur le plan de la Constitution, je crois qu'il y a des choses à retenir sur la question du rapport de la liberté religieuse, le rapport droit et religion. La première des choses qui, à mes yeux, devrait être retenue et soulignée, c'est ce que la constituante de 2011-2014 n'a pas écrit. Il y a une chose qu'elle n'a pas écrite, qui est l'article 1er de notre nouvelle Constitution, qui est la reprise in extenso de l'article 1er de la constituante de 1956-59. Ce choix de ne pas écrire l'article d'ouverture est un choix, à mes yeux, absolument politique, au sens, encore une fois, grec du terme, c'est-à-dire un choix ou une contingence qui a ramené un choix. Aucune des forces par rapport à la question allant plus vers la sécularisation ou allant vers un détricotage de cette sécularisation tunisienne n'a été en mesure d'imposer son choix. Pourquoi? Et je n'invente pas, parce que c'est dans les projets des forces politiques opposées qui étaient candidates aux élections et celles qui ont pris place à l'Assemblée constituante, il y avait des projets de constitution. Et on sait, les unes et les autres, qu'est-ce qu'elles voulaient faire de l'article d'ouverture de l'article 1er. Et donc l'article 1er tel qu'il est n'est pas la victoire de qui que ce soit, si ce n'est, si vous me le permettez, une armistice, une incapacité de trancher définitivement un conflit, et que donc, faute de pouvoir mettre ce que je veux, je vous empêche de mettre ce que vous voulez. Et que donc ce point de rencontre de forces politiques et d'équilibre de forces politiques est fondamental parce que c'est le sens, à mes yeux, du contrat social. C'est-à-dire le point sur lequel se rencontrent des puissances qui ont des velléités probablement d'en avoir davantage, mais n'ayant pas davantage, on marque la limite. C'est dans l'esprit des conquêtes, la frontière, c'est pas la frontière née, c'est là où on ne peut plus aller au-delà. Et cet article 1er, ce que la Constituante n'a pas écrit, est à mes yeux fondamental. Pourquoi? Parce qu'il dit une chose évidente, mais il l'a dit de manière ambiguë. Il dit que la Tunisie est un État libre indépendant, sa religion est l'islam, sa langue l'arabe, son régime la République. Cet article, voté en 1956, c'est-à-dire 2 ans avant la fin de la première constituante, très vite d'ailleurs, qui n'a pas fait l'objet de grands débats quand vous revenez aux travaux de la constituante, dans ces travaux très prolixes par ailleurs, ça fait à peine 2 pages, et d'ailleurs le point le plus discuté à l'époque, ce n'était pas la religion, c'était la langue arabe, on était dans un contexte de décolonisation, ne l'oubliez pas. Et que donc, les forces d'aller vers davantage de sécularisation ou revenir sur ça, trouver que dire que sa religion est l'islam convenait, en tous les cas pouvait convenir. On peut s'en accommoder. Ce qui veut dire, j'avais parlé d'armistice tout à l'heure, ce qui veut dire l'enjeu sera le jour où on ouvrira le moment de l'interprétation. Si on ne peut pas toucher le texte, on touchera demain son interprétation. Et ce moment est
est présent en Tunisie. Je reviendrai dans mes points conclusifs. L'autre élément d'information fondamental à mes yeux, c'est que donc, quel est l'article premier qu'a écrit la Constituante, à majorité décrite tout à l'heure, c'est l'article 2, qui, à mes yeux, est le point constitutionnel le plus avancé dans la technique de ce rapport entre religion et droit dans le monde arabo-musulman. C'est l'article 2, je vais vous le lire, beaucoup d'entre vous le connaissent. La Tunisie est un État civil fondé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit. C'est lacunaire, d'aucuns diraient, mais en tous les cas, c'est fondamental, sans mauvais jeu de mots. C'est fondamental. Et ces deux articles, l'article premier hérité de l'ancienne et celui-là, on leur ajoute un élément sur lequel, sur le plan de la technique constitutionnelle, j'ai quelques en tous les cas, doutes, mais en tous les cas, on dit que ces deux articles sont insusceptibles de révision. Je n'ouvrirai pas le débat sur l'aspect technique. Ça veut dire on les hisse au-dessus de ce qui est modifiable dans la Constitution, comme la question des mandats, du nombre des mandats du président de la République, etc. Ce sont des indicateurs, ça veut dire que c'est les points de cet armistice et ils devraient ne pas être touchés par un Parlement issu du système politique lui-même, puisque la Constitution, quand elle est révisée par un pouvoir constituant dérivé, c'est-à-dire le Parlement qui se drape des habits du constituant pour ce moment-là. République civile. La Tunisie est une république civile, elle l'a toujours été. En tous les cas, la République a toujours été civile en Tunisie, puisqu'elle repose sur la citoyenneté, sans aucun élément religieux et identifiant cela, et on le sait, on l'a vu, etc. Mais le fait de l'écrire dans ce moment politique-là, et dans ces rapports de force dans la Constituante, je crois que c'est un élément très très important, et on ne peut l'expliquer d'ailleurs qu'à travers les moments et les tensions, et parfois les tensions dramatiques qu'a connues la Tunisie dans ce laps de temps, et notamment 2 assassinats politiques qui ont bouleversé les Tunisiens et la société tunisienne dans ses tréfonds. La nature civile de la République tunisienne, c'est le mot non dit de continuer, ou en tous les cas de préserver ces acquis dont j'ai parlé tout à l'heure. Bien sûr, là aussi, le même phénomène de l'article 1er, c'est-à-dire on verra demain comment cela va être interprété, mais en tous les cas, c'est le point sur lequel les rapports de force politique ont pu se cristalliser. Alors, Seab Majid l'a dit tout à l'heure, beaucoup d'entre vous l'ont dit également, et je suis sûr qu'on l'entendra demain, le point en termes de comparaison et de droit constitutionnel comparé, on va dire oui, mais le progrès, c'est d'avoir inscrit la liberté de conscience, et c'est la seule constitution d'un pays musulman qui cite la liberté de conscience, c'est très important, et je crois que c'est à souligner, mais il faut se rappeler aussi que cela a été à la suite d'un moment, d'une tension en assemblée plénière, et pour éviter que ces tensions débordent sur le bouclage de la Constitution, cet ajout a été admis par ceux qui s'y opposaient, c'est-à-dire une large frange conservatrice, pas que les élus du parti à référent islamiste. Ce sont les ingrédients maintenant de la donne constitutionnelle nouvelle. Et maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qui pourra être en mesure d'être fait à partir de ce fait-là. L'enjeu, je crois qu'il se pose au moins à 3 niveaux. La question de descendre de la norme constitutionnelle vers l'infraconstitutionnel, et c'est une question d'opportunité législative, et on va voir les majorités qui parfois voudront mettre quelquefois la poussière sous le tapis et éviter de traiter de ces questions. Et lorsqu'il en sera indubitablement question, quelle est l'intensité de la transformation de ces valeurs constitutionnelles en normes exécutables immédiatement, c'est-à-dire sur des questions de vie de tous les jours. La République civile doit pouvoir être vérifiée dans la vie de tous les jours, et
le troisième niveau, et sans regarder dans aucune boule de cristal, mais c'est évident que l'enjeu sera celui-là, c'est celui de l'interprétation de l'ensemble du corpus juridique déjà existant en Tunisie à l'aune de ces nouvelles donnes. Donc, opportunité législative, intensité à les transformer en droit et l'enjeu de l'interprétation du droit. Vous voyez les chantiers que la Tunisie a ouverts, d'abord pour sa propre évolution et son propre rapport politique. L'actualité a montré que c'est des questions qui ne pouvaient même pas attendre la mise en place de la Cour constitutionnelle. Notre système de faire valoir ces acquis attend un acteur majeur, la Cour constitutionnelle. Toutes les conditions, en tout cas juridiques, sont réunies, probablement politiques pas encore, mais avant l'arrivée de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire c'est une Cour qui n'est pas née alors que ces dossiers majeurs sont déjà sur la table. Et pour ne pas rentrer dans les détails d'une question qui, je suis sûr, sera traitée amplement dans les séances à partir de demain matin et notamment demain après-midi, la question du débat, parce qu'il ne s'agit pas que du droit au sens performatif, je crois qu'il y a du droit tel qu'il est vécu, c'est-à-dire de la sociologie du droit dans notre pays, c'est la question de la proposition du chef de l'État un 13 août d'il y a 2 ans, de dire on peut aller encore plus loin dans la direction dessinée en 1956 par le Code du statut personnel, et on peut se proposer de retoucher la citadelle jusque-là intouchée du rapport de source matérielle à source formelle du droit tunisien, à savoir les règles d'origine islamique en matière de succession, alors qu'elles ne sont pas aujourd'hui, celles qui sont en vigueur n'ont rien de religieux, elles sont d'inspiration religieuse, mais ce sont des lois de la République, encore une fois pour montrer que la République est civile. C'est-à-dire, si demain 2 Tunisiens de confession non musulmane avaient des problèmes de partage de leur héritage et estiment que c'est insupportable et on va aller devant le juge national, le juge national appliquera ces règles nonobstant la religion des belligérants ou des 2 parties en conflit. Ça veut dire que c'est une règle objective, civile, même si son inspiration est celle que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors, la proposition du chef de l'État, ensuite la composition d'une commission qui a accéléré le temps politique, à mon avis, de manière extraordinaire. C'était des questions évidemment qui allaient être posées dans l'avenir du pays, mais cet acte de former cette équipe et qu'elle ait produit un texte par rapport auquel personne aujourd'hui ne peut détourner la tête, qu'il soit ravi ou pas, mais c'est un élément aujourd'hui déterminant de l'évolution politique et sociétale du pays. Cette commission a proposé un certain nombre de propositions qui vont non seulement dans cette direction, mais ils l'élargissent parce que ce n'est plus que la question de la condition de la femme dans un contexte de féminisme d'État qui continue. Non, c'est les libertés individuelles dans leur acception la plus large, mais surtout vers des directions concernant certaines expressions de la vie privée et notamment certaines questions touchant à des minorités, toutes sortes de minorités. C'est un accélérateur de particules, comme on dit dans certaines sciences, un accélérateur du temps politique pour la Tunisie, et qui fait qu'aujourd'hui, alors que l'architecture institutionnelle n'est pas totalement complète, on a les problèmes du lendemain, comme dit un certain cinéaste, c'est-à-dire qu'on a the day after. On a les données du système complet avant que le système ne s'est totalement édifié, comme quoi la raison politique a ses propres raisons qui ne sont pas forcément ceux-là même de la complétude institutionnelle, étape par étape, comme on le souhaite. Ce qui fait que, à mes yeux, ce que se proposent les Tunisiens aujourd'hui, à eux-mêmes d'abord, et je crois que cela
mais très agréable de voir mes compatriotes en discuter de manière extraordinairement belle. Pourquoi elle est belle? Parce qu'elle est contradictoire et pacifique, et parce que, in fine, tout le monde se réfère au droit, mais chacun a sa propre interprétation du droit. Ma foi, c'est l'extrême civilité du XXIe siècle. Mais cela se met dans un contexte régional, plus large, beaucoup plus engageant, et vous avez vu, probablement certains d'entre vous, qu'est-ce que les Tunisiens et la Commission elle-même, ses membres, etc., ont pu subir comme attaques à tous les niveaux, etc., de pays qui n'ont rien à voir avec la Tunisie, en termes de souveraineté de la loi et de régime juridique et politique. À mes yeux, cela montre que si les Tunisiens se proposent de faire avancer leur propre contrat social dans cette direction, à quelque vitesse que ce soit, mais la direction, à mes yeux, est marquée, cela fait prendre conscience à ceux avec qui nous partageons cette appartenance, mais là, pas la vitesse de réalisation, que cela va trop vite. Et que ces réactions procèdent, à mes yeux, d'une prise de panique, parce que le temps, vous le voyez, je reviens à 1956, qu'est-ce qui a été, en tous les cas, l'équivalent du Code du statut personnel, qu'est-ce qui en a été repris dans les législations de ces pays-là? Très peu. Et je parle de 56, mais de là à parler de ce que propose cette commission et de ce que probablement le Parlement tunisien se verra, en tous les cas, proposer comme projet de loi. En droit, on dit, on ne stipule que pour soi-même quand on est sujet de droit, et les Tunisiens entendent stipuler pour eux-mêmes, mais indiscutablement, si nous regardons les choses dans une dimension macro-historique, ils stipulent pour autrui, indiscutablement. Et c'est pour ça que vous aviez raison de dire que cela fait sens de venir en discuter en Tunisie. Loin de notre esprit l'idée de dire que nous avons fait quelque chose de génial, mais ce qui se passe en Tunisie est un jeu qui se passe dans un temps politique qui n'est pas partagé avec ceux-là même avec lesquels on partage tout le reste. La temporalité n'est pas la même. Viendra un jour, probablement pas du vivant d'aucun d'entre nous, où ces pays-là arriveront à ce guichet pour acheter. Mais d'autres seront passés et seront probablement à d'autres traitements. Je crois que c'est la vocation de la nation à laquelle nous appartenons. Elle a, depuis très très longtemps, été une nation pionnière, en ce sens qu'elle touche du doigt des problématiques, avec des solutions plus ou moins heureuses, des problématiques qui sont les problématiques de demain de beaucoup de gens avec lesquels nous avons en partage. Je ne sérirai pas la série que vous connaissez et ce serait une litanie inutile. C'est pour cela que j'étais très heureux d'accepter votre invitation, de débattre avec vous, probablement pour dire des choses que la plupart d'entre vous connaissent, mais ça me fait plaisir d'en discuter ici dans cette illustre maison Sidi Abd Majid. Merci beaucoup, j'ai été très touché par votre invitation. Merci beaucoup, professeur, pour cette introduction en matière extrêmement intéressante. Je pense qu'on peut prendre un peu de temps pour des questions. Moi-même, si vous n'avez pas des questions toutes prêtes, j'aimerais poser déjà deux questions. Lorsque vous parliez, je venais de rappeler ce que Jacques Hunsinger disait à la fin de notre séminaire, c'est-à-dire le lien entre révolution et droit. Et puis vous avez parlé aussi des soulèvements populaires qui ont précédé
ce qu'on a, je veux dire, les grands événements, et ça m'a fait penser au XVIIe siècle anatolien, donc ottoman. Nous sommes dans l'espace anatolien ottoman. En fait, le XVIIe siècle, qui est un XVIIe siècle qui marque un tournant dans la politique religieuse des sultans, c'est-à-dire que ça devient, c'est ce que j'appelle la pré-modernité musulmane pour l'Empire ottoman, avec un virage vers un islam d'interprétation plutôt rigoriste. Eh bien, tout le XVIIe siècle, en Anatolie, il y a eu des soulèvements populaires d'ordre économique, sociaux, et enfin, ça devient politique. Donc, éventuellement, le lien entre un aspect qu'on n'a pas tout à fait analysé tout au long de notre séminaire, parce que là, on n'a jamais parlé d'économie, mais aujourd'hui, c'est l'économie qui impose aussi son droit. Et donc ces liens éventuellement entre économie, droit et politique. Et la deuxième chose qu'on pourra revoir et qu'on reverra sûrement ces 2 jours, c'est évidemment liberté de conscience rentre dans la Constitution, mais qu'est-ce qu'on y voit? Bien sûr que vous dites qu'il y a une interprétation aussi du droit, mais ceux qui font le droit ont déjà une interprétation de la liberté de conscience. Et c'est là que ça commence à... Ben oui, il y a plusieurs interprétations de liberté de conscience, comme de liberté de religion. Je le verrai aussi, je dirais aussi pour l'Église catholique. Donc, on pense parler de la même chose, ou bien on devient du coup essentialiste, comme vous disiez tout à l'heure, ou bien on n'y voit pas tous la même chose, d'où peut-être la problématique. Je réagis ou j'attends? S'il y a d'autres questions, peut-être que déjà... Oui, on peut... Comme ça, vous faites en fonction aussi de vos questions. Oui, je voulais vous remercier, si Razirala, pour cette magistrale démonstration que vous nous faites. Et c'est vraiment très important pour nous en tant que Tunisiens. Je voudrais juste ajouter très modestement quelques petites choses en disant que cette attitude novatrice de la Tunisie n'est pas nouvelle. Simplement rappeler que la Tunisie, et vous le savez en tant que constitutionnaliste, à Carthage a créé la première constitution de l'histoire, qui a été déjà célébrée dans l'Antiquité, et qu'ensuite, Ahd al-Aman, donc au XIXe siècle, la libération de l'esclavage, la liberté de tous les citoyens, quelle que soit leur religion et leur appartenance à la Tunisie, quelle que soit leur appartenance religieuse. Donc je crois que nous sommes dans une tradition qui est spécifiquement tunisienne, et il n'y a qu'à souhaiter une chose, c'est que d'abord nous continuions sur cette voie, et que deuxièmement nous soyons suivis. Je vous remercie. Bonsoir, à mon tour de participer à ce débat. Je voudrais tout d'abord saluer mon collègue Serraïri. On se retrouve encore une fois et ça me fait plaisir un peu de retrouver le débat avec vous. Je voudrais partager l'idée suivante, mais contraire, me semble-t-il, un peu à ce que peut-être vous avancez, parce qu'il me semble que en parlant de la question de la liberté de conscience, on la situe et on situe son enjeu à partir du débat sur le principe même de cette liberté de conscience et du fait que on en arrive à l'instituer, à l'instaurer comme principe. La Tunisie y arrive, mais déjà l'Algérie a inscrit le principe de liberté de conscience et l'Égypte. Et vous avez raison de dire, pourtant le problème n'est pas résolu, parce que il faut encore appliquer et mettre en œuvre ce principe. Et au fond, on ne se distingue pas beaucoup de grandes choses, de différences, entre un Maroc qui n'a pas encore instauré ce principe dans la Constitution, et l'Égypte, et la Tunisie, et tout ce que vous voulez, et l'Algérie. C'est-à-dire les pays qui ont instauré le principe explicitement et ceux qui ne l'ont pas instauré du tout, sont exactement au même niveau du régime juridique concernant cette histoire. Je ne rentre pas dans le détail. Et donc, il me semble qu'au fond, il faudrait un petit peu relativiser la perspective des choses
Et considérer au fond, historiquement parlant, que l'enjeu de la liberté de conscience ne démarre pas aujourd'hui. Il démarre au lendemain des indépendances et de l'instauration de l'État national, et au moment où les systèmes juridiques, y compris de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc, où ils suppriment, enfin, et ils ôtent toute normativité offerte en matière d'apostasie. Lorsque les systèmes juridiques, finalement, les codes pénals marocains, tunisiens ou autres, finalement, ont abrogé purement et simplement la peine de mort en matière d'apostasie. C'est là la rupture fondamentale. C'est évident que ce n'est pas suffisant, ce n'est pas ça qui instaure la liberté de conscience, mais c'est déjà ôté à la normativité du fiqh un poids qu'elle avait pendant longtemps et que finalement elle n'a plus. Et donc il me semble, il faut un petit peu essayer un peu de revoir cette histoire, sa complexité. Et au fond, la liberté de conscience ne commence pas maintenant avec ce débat, elle commence avec le fait que l'État national a réussi, et a réussi jusqu'à aujourd'hui, à maintenir le fait que l'apostasie n'est plus incriminée par le code pénal. Je m'arrête là. Merci. Sirazi, merci infiniment pour votre exposé. Moi, ça suscite au moins une réaction autant du côté du droit. J'ai appris beaucoup de choses concernant cette particularité historique de la Tunisie, son devenir un peu particulier dans la région. Autant il y a d'autres choses que nous partageons entre historiens, anthropologues et sociologues, et que nous connaissons depuis des décennies sur la Tunisie et son destin qui est très très particulier dans la région. Mais ce qui m'étonne, c'est depuis la Révolution, à chaque fois que je viens, et en discutant des plus humbles citoyens tunisiens jusqu'aux plus intellectuels, il n'y a pas de ce récit national appris qui peut faire aujourd'hui la fierté de tous les Tunisiens. Il y a un décalage entre ce récit que produit l'intellectuel, une partie de l'intelligentsia, mais une partie minoritaire, alors que la majorité considère aujourd'hui, quand on parle parfois avec les gens, on nous dit que le Tunisie n'a pas cessé de régresser depuis la Révolution, on est dans le désordre et le chaos, il y a un pessimisme en Tunisie. En plus de ça, toute cette histoire réformiste, pionnière, depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, où à chaque étape de l'histoire, on voit la Tunisie prendre l'initiative, des réactions violentes de Pakistan jusqu'au Maroc, et à chaque fois, on construit quelque chose dans cette histoire, et je me rappelle, c'est Abdelmjid disait que même la Tunisie avait un État avant l'Italie. Ce qu'on peut même expliquer aux jeunes élèves et étudiants tunisiens. Aujourd'hui, vous avez construit la Constitution, des consensus qui sont là. Je crois qu'il y a quelque part un récit historique à construire, national, qui peut accompagner tout ça et ressoudre le tissu social et aussi l'imaginaire du Tunisien. Merci. Merci beaucoup. J'avais tout à l'heure évoqué tout l'intérêt que j'allais avoir en échangeant avec vous, et je ne me suis pas trompé. Je crois que c'est la chose la plus intéressante qui puisse arriver, c'est d'échanger nos opinions. Alors je suis absolument ravi de l'ensemble des réactions qui sont toutes très très intéressantes. Je voudrais à la fois confirmer certaines choses qui m'ont été avancées, mais peut-être apporter quelques nuances par rapport à quelques réflexions. Je commence par vos remarques. Bien entendu que le monde musulman a connu beaucoup de moments politiques de tentatives de rupture et des moments de révolte, et j'allais dire toute l'histoire de ce monde-là est structuré autour de ces schismes, de ces réactions et de ces. Donc, on peut à tout moment, en zoomant sur l'histoire d'une seule région, on va trouver. D'où d'ailleurs toutes les sciences, avec beaucoup de guillemets à sciences, qui ont été développées pour les légitimistes
à l'époque pour dire « Ah, mais surtout, il ne faut pas se révolter contre ceux qui gouvernent parce que cela procède de la remise en question de la croyance elle-même. » Et il y a une science qui interdit al-khuruj al-hakam, c'est-à-dire il est quasiment interdit de remettre en cause l'équation subie de celui qui gouverne. Donc je suis tout à fait d'accord, et cette période a été très riche, celle que vous évoquez en Anatolie, bien entendu, et je n'ai pas à aucun moment prétendu que la Tunisie avait cet apanage, mais j'ai mis ces éléments pour essayer de comprendre un moment et de mettre sous un éclairage particulier les questions qui nous intéressent pour ce séminaire, mais elles sont débordantes, et bien entendu que ce que vous avez dit est important. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors sur la liberté de conscience, et peut-être je vais répondre à beaucoup d'entre vous comme ça, j'ai laissé entendre, apparemment pas suffisamment, que l'entrée de cet article dans la Constitution n'a rien de stratégique. J'ai fait une compilation que je n'ai pas publiée encore, mais une compilation de l'ensemble des projets de constitution qui étaient sur la place, c'est-à-dire toutes les forces politiques, certains intellectuels, certains journaux, certaines associations, certains mêmes artistes ont produit, c'est-à-dire un peu c'est le magma duquel on va sortir le matériau final. Personne, c'est-à-dire même les formations d'extrême gauche. Personne n'a proposé ça. C'est les pokeristes ont un terme quand la carte sort à la fin, ils disent on the river, c'est-à-dire c'est une carte qui est sortie le matin même pour faire face d'ailleurs à une réaction entre députés entre eux, et il y a eu un dépassement, comme c'était retransmis à la télé. C'est probablement un élément que les gens qui analysent ce moment doivent comprendre, que l'impact de l'opinion publique était perceptible parce que tous les travaux, même les séances les plus ennuyeuses, il y en a eu beaucoup, étaient retransmises en direct à la télé, et ça a été imposé comme tel. D'ailleurs, certains députés de la Constituante devenus députés du Parlement ont dit « mais il faut arrêter, là on a écrit la Constitution, on ne va pas continuer à être sous votre regard, c'est tellement prégnant ». Et là, c'était une invective entre deux députés, et l'un d'eux est allé jusqu'à précisément taxer l'autre de mécréance, et là on a dit mais c'est là, on dépasse le dépassable. Alors, pour équilibrer cela, la proposition dans une invention mais vraiment extraordinairement tunisienne, celle-là, c'est ce qu'on appelle la commission des consensus. C'est-à-dire on a institutionnalisé cette cocotte minute qui doit fonctionner et faire par moments pchit et faire sortir et jusqu'aujourd'hui elle existe même au Parlement, c'est-à-dire là où les partis politiques ne pèsent plus de leur poids de la représentation des élus, mais chaque parti a une voix autour de cette table, autour de la commission des consensus. Et c'est de cette commission-là, il y a eu une interruption de séance, ils sont revenus à dire ok, alors on va maintenir cet article qui parle de l'État protège et le protecteur de la religion, un singulier qui signifie bien entendu le pluriel vu le reste de l'article, mais on verra ce qu'il en sera des interprétations. Mais on a dit, alors ok, on va écrire la liberté de conscience, et c'est comme ça qu'elle est née. Donc c'est presque un texte orphelin au sens politique, et donc il faut du temps pour lui créer une filiation, même dans la société, pour le consolider. Mais le temps politique pour l'application de ce texte ne se mesure ni en années ni en mois. Parce que c'est un changement de perception au niveau de la formation des magistrats, des journalistes, etc. etc. Donc le processus est lancé, mais son exécutabilité immédiate, à mon avis, est absolument prématuré, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai dit la commission tout à l'heure a accéléré le temps parce qu'il y a une temporalité différente. Par rapport à votre question, madame, bien entendu, j'ai évité de parler de cela, c'est-à-dire les antécédents, parce qu'il y a eu bien sûr ces grands moments de phare de notre histoire, mais aussi on fait des sauts parfois de 15 siècles pour trouver un élément phare ensuite. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ça ne devait pas être glorieux non plus. Donc on a, et d'ailleurs qui abonde dans votre sens, un récit
de l'aventure de la tunisianité. Il y a ce récit. Alors, vous posez la question de son appropriation la plus populaire, c'est une autre question. Mais il y a aujourd'hui, d'ailleurs sur fond de nostalgie politique et un arrangement avec l'histoire, ce récit national n'est pas forcément le récit historique. D'ailleurs, c'est une question que l'on va rencontrer de plus en plus. J'ai participé la semaine dernière et j'étais très heureux à Arles, au musée d'Arles, le musée d'art des Antiquités à Arles. Il y a eu la restauration d'une mosaïque découverte à Hydra, à Kasserine, en 1996, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps. Très belle mosaïque de 30 mètres carrés, immense. Et qu'est-ce que ce Tunisien de Kasserine d'il y a 17 siècles, au 3e siècle, là, il a décidé de paver sa maison d'images des villes et des îles de Méditerranée. Et donc, si vous voulez des éléments pour abreuver l'idée de l'ouverture de cette tunisianité universalisante, il y en a beaucoup, et d'ailleurs, on les découvre encore, puisque elle n'a pas encore été exposée en Tunisie. Et moi, mon souhait, c'est qu'elle revienne à Hydra même, et qu'on construise même un petit musée là-bas. Donc, pour abonder dans votre sens, mais bien évidemment, il faut être lucide, et il ne faut pas raconter aussi une histoire uniquement glorifiante parce qu'on n'aura pas tiré toutes les leçons de l'histoire de ce point de vue-là. Mais y a-t-il des raisons multiples d'être fier d'être tunisien? Bien entendu, jusqu'à l'asphyxie en ce qui me concerne. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, bien entendu, vous avez, et d'ailleurs je m'excuse parce que je ne vous ai pas aperçu quand j'ai cité ce qui allait animer le séminaire juridique, et je sais que ça va être de haute facture de votre part. La question il faut relativiser, je crois n'avoir pas cessé de le faire. C'est-à-dire que j'ai dit on ne peut pas parler de modèle, et on ne peut pas parler de complétude, et on ne peut pas parler de réussite irréversible. Tout cela est frêle, tout cela, c'est frêle, mais ça continue. C'est instable, mais ça ne bouge pas encore. Je crois que c'est un journaliste du New York Times qui avait écrit un article sur la Tunisie. Les Tunisiens dansent tout le temps au bord du gouffre, mais il se trouve qu'ils ne tombent jamais, mais pourvu qu'ils continuent à ne pas tomber. Je crois que c'est un article qui date de 2013 ou quelque chose comme ça. Oui, de 2013. Donc, c'est cela qui fait le moment, mais je suis absolument d'accord avec vous pour dire que cette question de liberté de conscience, déjà la liberté du culte, qui est ancienne dans toutes nos constitutions, mérite d'être déjà mieux consolidée. Alors, par contre, vous évoquez des textes constitutionnels dans des pays, je ne les ai pas vus, en tous les cas. Alors, il y a, peut-être qu'on en discutera demain dans un aspect plus technique, mais je crois qu'il y a des problèmes de traduction. C'est-à-dire, il y a des constitutions arabes traduites vers des langues à racines latines qui parlent de liberté de conscience, alors que le mot en arabe n'est pas hurriyat al-dhamir. Alors il faudra voir cela, parce que certaines traductions partent de la liberté du culte pour la transformer en la traduisant. Donc là, on parle du mot dans la langue originelle, en arabe, et je crois que c'est le seul cas jusque-là. Mais l'exemple de l'apostasie, je suis tout à fait d'accord, et d'ailleurs on peut sérier d'autres. Alors, une grande question, la question du récit national. Qui a vocation d'écrire le récit national? À mon avis, c'est une grande question. Il y a eu beaucoup de récits nationaux écrits dans un système de décision centripète, unilatéral, monocolore, et souvent à la gloire de celui qui commande l'écriture de cette histoire. Donc c'est souvent biaisé. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ces ouvrages-là. Alors, ils commencent à une temporalité normale, et les derniers chapitres, c'est souvent le chef de l'État ou le monarque ou le président de la République qui a commandé le livre. Et il a une part irrationnellement, d'ailleurs, grande par rapport à l'accélérateur de l'histoire. Donc, il faut se méfier de l'écriture normée ou ordonnée de l'écriture du récit. Je crois que le récit, c'est ce que nous avons en partage de manière inconsciente. Je suis de ceux qui pensent fondamentalement, je l'ai dit tout à l'heure, que la Tunisie
constitue, au-delà de l'état, de l'historicité du phénomène politique et juridique, une nation. Ce n'est pas une opinion courante, et notamment dans les années 70-80, c'était même, on a changé le nom du Parlement, mais le Majlis al-Umma et le Majlis al-Nouab, parce qu'à l'époque, ce n'était pas très bien vu de dire ça. Pourquoi nous sommes une nation ? Parce qu'il y a une sédimentation historique qui a fait que ce pays, même s'il partage énormément de choses avec son environnement, l'imbrication de ces partages multiples, ça va du sud, c'est-à-dire du prolongement subsaharien jusqu'au nord, sur nos rapports avec l'Europe, avec le Maghreb bien entendu, la Berbère, tous ces éléments-là. Et les dosages, qui sont probablement les mêmes avec les pays voisins, mais les dosages sont spécifiques. On donnait cela. Bien sûr, il y a des identités qui peuvent le marquer plus que d'autres, et le récit national est quasiment écrit. Mais maintenant, c'est de continuer à l'écrire. Sauf que maintenant, si on le veut crédible, et il ne sera crédible, et ce sera à ce moment-là que le chauffeur de taxi vous en parlera. Probablement pas à vous, parce qu'il faudra du temps pour que ça soit écrit. Il faudra que ça soit écrit et complété à la manière de la Tunisie d'aujourd'hui, c'est-à-dire pluraliste, avec un total émiettement de la prise de décision. En fin de compte, qu'est-ce qu'on a fait, nous ? Depuis 2011, il y a eu une explosion du centre qui prend la décision. Et on me dit alors comment ça se fait ? Mais c'est comme ça. Et donc tous les résultats, alors bien entendu ceux que vous rencontrez vous racontent leurs déboires socio-économiques, personne ne les nie. À ne pas voir le bien arriver annoncé, on se dit alors autant revenir au moins bien qu'on connaît. Ça, c'est connu. Et d'ailleurs, c'est un phénomène connu dans la transitologie. Aller questionner toutes les populations en cours de transition, ceux qui s'en prennent à répondre au micro, parce que c'est aussi un microcosme sélectionné, ceux qui répondent au micro vont vous dire « mais on était mieux avant », parce qu'ils aiment parler au micro. Probablement, c'est un élément... qui marque cela. Et que les gens ne soient pas heureux, je crois que c'est la seule réalité tangible que ce que nous jouons pour de vrai. Il n'y a aucun filet en dessous, le trapéziste peut à tout moment tomber, et c'est pour ça que les gens sont inquiets, parce qu'ils sont par rapport à des repères. Mais dites-leur aux chauffeurs de taxi de la prochaine fois, est-ce que du temps que tu regrettes maintenant, tu pouvais le dire ? Tu pouvais dire ça, il ne pouvait pas le dire. Alors dites-lui, est-ce que tu acceptes de ne plus pouvoir dire quelque chose ? Il dira non. Et ça montre que le processus est juste. Mais le processus ne plaira à personne parce qu'il n'appartient à personne. À mes yeux, mais vraiment, excusez ces opinions de comptoir, comme on dit, pour lesquelles je pourrais terminer ma réaction, aucun nom ne pourrait être, des Tunisiens actuels, ne pourrait être retenu dans les livres d'histoire. Jusque-là, de cette période-là, on va dire, il y a eu un mouvement qui aboutit à cela. Je peux me tromper, et probablement je vexe beaucoup de gens en disant cela, mais j'en suis persuadé. Et c'est ce sentiment-là qui est partagé. C'est qu'en fait, ok, on peut s'exprimer, il y a beaucoup de marge de manœuvre, la télé, même si elle est mal produite, mais il y a des choses où on voit, il y a des débats, il y a les critiques sont vraies, mais la critique, c'est presque le seul premier mode de réaction maintenant. Avant de voir, tiens, mais il y a quelque chose de... Donc ça montre que le processus est vrai de ce point de vue-là. Alors, est-ce qu'il fait des satisfaits ? Je ne pense pas, parce qu'il est à peine à ses débuts. Et souvent, il faut quelque temps, si ce n'est des générations, pour que la narration passe et qu'on écrive, on dit alors, les Tunisiens de cette période-là, au fond, ils nous ont rendu service, mais pas de leur vivant, évidemment. Mais je vois très, très, très bien, parce que ça, c'est tous ceux qui nous entourent le disent. Alors, vous êtes contents de ce qui est advenu. Bien entendu, personne n'est content, parce que le moment de la vie personnelle et l'idéal qu'on veut atteindre n'avance pas à la même chose, à la même vitesse, en tous les cas. Merci beaucoup, professeur, de cette entrée en matière très intéressante, très profonde, et vous avez bien montré la complexité. Rendez-vous demain matin pour la suite du colloque. Bonne soirée et bon colloque.
Merci beaucoup. Ça va.